Des millions d'hommes vont passer par ces plages. Mais l'arrivée de l'un d'eux quelques jours plus tard prend une signification particulière. Le premier résistant de France, l'animateur de notre victoire, remet après 4 ans le pied sur le sol national. Celui qui n'était qu'une voix lointaine, un symbole, devient brusquement une réalité vivante et présente. Encore quelques jours, et c'est l'arrivée de la division Leclerc. Ces hommes, après la campagne d'Afrique, ont été transportés en Angleterre, où ils ont subi un entraînement sévère et où ils ont attendu patiemment pendant des semaines le grand jour. Il ne suffit pas de toucher terre, il faut la toucher vraiment avec ses doigts. La division est tout entière blindée maintenant. Bientôt, tous ces tanks fonceront à travers la France. Ils iront à la rencontre des provinces dont ils portent les noms. Que de chemin et quel détour pour venir du Tchad. L'espoir de tant d'années se réalise en un instant. Des avions survolent sans arrêt nos colonnes, mais cette fois ce sont nos avions. La division a été lancée le 8 août d'Avranches, où a eu lieu la percée vers le sud. Elle va faire d'une seule traite 200 km pour fermer la poche de Falaise. Des soldats sans uniforme montent à côté de leurs frères d'armes pour les guider sur les routes qu'ils ont eux-mêmes nettoyées. L'Allemand a laissé des tireurs isolés. Ils se cachent. Ils se camouflent. Ils nous tuent encore des hommes. L'artillerie allemande réagit toujours. Mais Leclerc entre dans Alençon. La libération ne serait pas complète si la population n'était pas délivrée des collaborateurs de l'ennemi en même temps que de l'ennemi lui-même. Les Français ne sont pas sanguinaires. Ils livrent tout simplement les traîtres à la justice. L'ennemi cherche à retarder notre avance par l'inondation, par l'incendie, par les destructions de toute espèce. Il s'agit de gagner du temps pour attendre les armes secrètes. Le V1 est déjà en action. À Londres, les maisons s'écroulent. La France sera rançonnée jusqu'au bout. Ils déménagent, mais ce sont nos meubles qu'ils emportent. Les Allemands ont renoncé à être corrects. Ils pillent, tout simplement. Des bijoux qui les aideront à vivre plus tard quand ils seront de pauvres Allemands. Après tant d'autres noms de villes célèbres, Chartres à son tour est à l'honneur. Heureusement, sa cathédrale sera épargnée. Les prisonniers deviennent plus nombreux. Les collaborateurs deviennent plus rares. La division s'est partagée en 2 colonnes. L'une, passant par Rambouillet et le plateau de Toussul-Noble, se heurte au point d'appui allemand de Trappes et de Saint-Cyr. Quel désespoir d'être blessé au moment d'être de l'entrée à Paris.
L'insurrection nationale est inséparable de la libération nationale. L'autre colonne, après avoir bousculé les défenses ennemies de la Croix de Berny et d'Antony, pénètre dans Paris par la porte d'Orléans. Tout est soudain miraculeux. Les images ne sont que des images. Elles ne disent pas le bouleversement profond des cœurs. Et puis, ce ne sont plus des noms de villes, mais des noms de rues, de places, de quartiers, de monuments. Si ce n'est quelques incendies, Paris est épargné. La foule s'est ruée follement à la rencontre des chars. Et les derniers traîtres se vengent de leurs déconvenus. Il s'agit de faire payer aux Parisiens leur joie et leur délivrance. Mais tout est dépassé. Paris est libre et rien d'autre ne compte. Le général Leclerc à Montparnasse ne jouit pas encore du spectacle. Pour lui, Paris est encore une carte et un combat. Les miliciens ne trahissent pas l'Allemagne. Il faudra nettoyer Paris pendant quelques jours. Nettoyer, c'est bien le mot. Les occupants sont détrônés. La France libre fait son entrée dans Paris libéré. Les membres du Conseil national de la résistance, à l'appel de qui Paris s'était soulevé, partagent avec le général de Gaulle l'honneur et l'exaltation de cette journée triomphale. Les Allemands battent précipitamment en retraite. Pour eux, il s'agit de durer et par conséquent de ne pas se laisser enfermer. L'aviation alliée, et en particulier les nouveaux avions roquettes, harcèlent leur convoi. Ceux-là ne feront plus de mal. Ceux-là non plus. Mais il y en a d'autres un peu partout en France qui auront encore le temps de rendre certains noms tristement célèbres. On a dit, paraît-il, que l'on avait exagéré les faits. On a dit que c'était de la propagande. Oui, la propagande de l'Allemagne. La terreur, le feu qui ne purifie pas. Voilà les faits. La France paye un lourd tribut. On ne peut pas faire de cette guerre un récit continu. Trop d'événements s'entrecroisent. Et Tokyo brûle à des milliers de kilomètres, tandis que se poursuit la bataille de France. Ces images ont survécu à tous les incendies. Le début du châtiment. En Extrême-Orient, comme sur tous les champs de bataille du monde, la France est présente au combat. Dès que notre Richelieu a eu reçu un équipement moderne, il a rejoint la flotte alliée du Pacifique.
Méditerranée également, de nombreuses unités françaises, le Lorraine en particulier, s'étaient jointes à la marine britannique qui préparait le débarquement sud. Le général Delattre de Tassigny est à la tête du corps expéditionnaire français. Et le 15 août se déroulent avec hardiesse et précision des opérations semblables à celles qu'avait vues la Normandie. Dans ce paysage si pacifique, les Allemands avaient construit de puissantes redoutes que les Français doivent d'abord réduire. Là non plus, l'ennemi n'a pas pu empêcher le débarquement. Vers Toulon et vers Marseille, comme en Bretagne, les forces françaises de l'intérieur ont rejeté l'ennemi hors des routes et des voies de communication essentielles. Les troupes françaises s'emparent de Marseille. À chaque pas maintenant, il y a un nom cher aux Français. Un paysage familier. Un monument célèbre. Capitulation. Delattre et Montsabert se retrouvent. Les autorités civiles, M. Diethelm, ministre de la Guerre, et Emmanuel Dasquier, un des chefs de la Résistance devenu ministre de l'Intérieur, ont, avec les chefs de l'armée, les honneurs du triomphe.